Alors, c'est une table ronde qu'on pourrait appeler Frédéric Maget. Je vais vous dire pourquoi. C'est-à-dire que c'est une sorte de bouquet final comme au feu d'artifice. Et donc, il met 4 personnes avec lesquelles on pourrait passer chacune, au bas mot, 1 heure. Et il dit surtout, ne dépasse pas l'horaire. Bon. Donc, on va essayer de faire. Donc, je vais essayer de limiter les présentations, mais je veux pas les limiter trop quand même, parce que je vais commencer par Sarah Chiche, que j'aime beaucoup. D'abord, j'aime toutes les autres aussi, mais elle, je l'aime particulièrement. Et donc, elle est ici plutôt pour ce livre qui s'appelle Une histoire érotique de la psychanalyse, puisqu'elle est non seulement romancière, mais psychanalyste. Mais je voudrais quand même vous dire un mot de ses romans, parce que je les aime tous. Et le dernier, j'ai vu qu'il était là, il s'appelle Aimer, tout simplement. Il n'a pas totalement à voir avec notre sujet, mais quand même, peut-être il pourrait avoir, mais on n'est pas vraiment là pour parler de lui, mais vraiment, je vous le recommande. C'est un très beau livre, mais les autres aussi. Les Enténébrés, c'est un livre magnifique. Et tous ces romans sont absolument à lire. Donc voilà. Alors, Laurence de Joseph, je crois que vous connaissez bien toutes les deux, parce que j'ai vu que Sarah avait beaucoup aimé votre livre. Et vous avez écrit notamment ce livre que moi j'ai trouvé extrêmement beau, qui s'appelle Nos silences, apprendre à les écouter. Et c'est un essai, bien sûr, mais aussi un livre poétique, je trouve. C'est un livre très poétique. Et Amandine Day, j'ai pas à main nue ici. Donc, j'ai pas lu tous vos livres, mais j'ai lu La femme brouillon et j'ai lu À main nue. Je pense qu'À main nue, c'est celui qui a peut-être le plus de rapport avec notre thème aujourd'hui, puisqu'il interroge beaucoup la question du désir. Alors, Aurore Vincenti, j'ai lu un livre d'elle que je vous recommande parce qu'il est absolument merveilleux. Il s'appelle Les mots du bitume. J'ai trouvé qu'il avait à voir avec notre affaire parce qu'on tombe sur le mot bite. Alors là, bon, ça va pas vous étonner. On tombe parce que c'est un peu alphabétique. Mais par exemple, on tombe sur chiner. Moi, je croyais que chiner, c'était aller à la brocante, mais c'est aussi séduire. Et alors, j'ai parlé avec Aurore au moment du déjeuner. Je lui ai dit à quel point j'aimais ce livre. Elle m'a dit, ouais, mais c'est pas le bon. Le bon, c'est celui-là. C'est pour une érotique du sensible. Alors, je vais pas vous dire que je l'ai lu en 10 minutes, ni en 1 heure, mais j'ai quand même lu bien le prologue. Et je voudrais citer, je vais commencer par Aurore, et je vais citer la fin de son prologue, parce que c'est tout à fait c'est tout à fait notre sujet. Ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Donc, si je retrouve mes notes, parce que j'ai pas voulu gribouiller son livre. Donc voilà. Donc, à la fin de son prologue, elle dit qu'elle veut ouvrir un espace politique, un espace où le corps n'a rien à prouver, rien à performer, mais peut se rendre disponible à la reconfiguration de nos désirs et à nos manières de les sentir. C'est à cette écoute-là que je voudrais que nos sexualités aspirent. C'est tout un programme. Hein. Et donc, j'ai lu particulièrement le 2e chapitre qui s'appelle « Devenir sensible ». Et alors, si j'ai bien compris, parce que quand même j'ai lu assez vite, un peu trop. Si j'ai bien compris, à la fin de chaque chapitre, il y a des passages qui sont dans un autre caractère d'imprimerie, et c'est au fond des sortes de conseils sur ce que vous venez de dire. Comme par exemple dans le chapitre dont je parlais, là, devenir sensible, il y a un des conseils qui me plaît bien, c'est pratiquer un toucher détecteur. Alors en effet, on entendait Camille Freud-Voumetry tout à l'heure qui parlait de la dimension expérientielle de la philosophie, de se baser sur l'expérience du corps, qu'est-ce qu'on vit dans nos corps. Je dirais que mon approche, elle s'appuie sur cette philosophie-là, évidemment, et j'hérite de tous ces féminismes qui sont divers, abondants, foisonnants et qui m'ont permis d'écrire, en réalité. Et moi, je propose une approche expérimentale, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait des expériences, on peut expérimenter. Et notamment dans la reconfiguration de nos désirs, elle m'apparaît comme essentielle puisque nous avons des désirs très normés, nous avons des scripts sexuels, nous avons une idée de ce à quoi la sexualité devrait ressembler. Alors, par exemple, ce qu'on appelle des préliminaires, puis ensuite un coït avec pénétration, un orgasme, une éjaculation quand c'est avec une personne qui porte un pénis. Tous ces scripts-là, nous les avons tellement bien intégrés, qui sont dans nos représentations cinématographiques, dans les romans, elles sont partout, ces représentations-là. Et donc, qu'est-ce que nous pouvons inventer? Et ça, c'est le travail de la fiction. C'est pour ça que nos autrices romancières sont là. C'est aussi leur boulot. Qu'est-ce que nous pouvons inventer et créer, expérimenter de différent, sans
continuer sur ces fameux chemins battus de la sexualité, chemins qui ne nous conviennent pas forcément d'ailleurs, et c'est peut-être ça le constat de départ. Est-ce que nous aimons la sexualité que nous avons? Est-ce qu'elle nous convient? Est-ce que nous avons accès à nos désirs à nous, ou est-ce que nous suivons une idée que nous nous faisons du désir ou des désirs? Et donc cette expérimentation, c'est pour ça que je propose des pistes en effet exploratoires, expérimentales, c'est de retrouver son corps comme vivant, sensible, vécu, ce corps-là qui nous met en relation avec le monde, avec les autres, et puis d'abord, avant tout, avec nous. Quitter un peu l'image du corps, c'est-à-dire je vais pas me regarder en me disant tiens ça c'est trop gros, c'est pas assez musclé, c'est ceci, c'est cela, pas ce regard jugeant extérieur que nous pouvons poser sur nos corps, et notamment en tant que personne sexisée, donc subissant le sexisme. Mais comment, en habitant mon corps, en revenant à l'intérieur de mon corps et en expérimentant dans mon corps, j'accède à de nouvelles sensations. Et parfois, c'est pas un cheminement si évident, dans la mesure où accéder à du nouveau, c'est souvent un peu flou, c'est souvent un peu, on sait pas trop où on est, on sait pas trop ce qu'on sent. Et avec le temps, avec l'exercice, c'est de l'exercice dans une certaine mesure, hein, il y a de l'exercice spirituel là, ce serait vraiment de l'exercice somatique, corporel, c'est accéder à une plus grande finesse, à un meilleur vocabulaire. Moi, je suis linguiste de formation, donc la notion de vocabulaire me parle beaucoup. Élargir le vocabulaire sensoriel, sensible de nos corps pour accéder à d'autres façons de désirer. Donc, Amandine Day, il a été question de que peut la fiction. Donc, je crois que ça s'adressait notamment à vous. Oui, la fiction, moi, j'ai le sentiment qu'elle pose des questions. Moi, à chaque fois, avant d'écrire un livre, en général, si j'écris un livre, c'est que, justement, je ne sais pas. Et que cette question du désir, elle se pose à moi un soir. Je le raconte dans le livre. Voilà, on vit une fête. Je suis avec une amie qui n'arrive pas à se mêler aux autres parce que la veille, elle a vécu une magnifique histoire de cul et qu'elle est encore dans son émotion. Je dis, elle est encore quelque part sous les draps. Et elle me partage ça et on a une complicité autour de ce plaisir, de cette aventure magnifique qu'elle a vécue. Et moi, je me retourne sur moi en tant que personne qui a coché un peu toutes les cases de l'hétérosexualité, de la vie de couple, monogame, des enfants, et me dire mais moi, mais où est mon désir moi maintenant tout de suite? Et c'est pas l'idée, c'était pas de dire il faut forcément choisir un camp, soit faire mes choix, soit on est complètement libre si on n'a pas fait ces choix-là. Évidemment, ce n'est pas vrai. Mais c'est se poser à un moment la question de son désir. Et moi, ça part toujours d'une question, toujours d'un endroit où ça frotte pour moi personnellement, et où je fais le pari que pour d'autres personnes, ça frotte aussi. Elles se posent les mêmes questions. Et donc, le texte est construit comme un cheminement de femmes adultes, mais qui, pour répondre à la question du désir en tant qu'adulte, doit faire des flashbacks vers la jeune femme qu'elle a été, vers l'adolescente qu'elle a été, parce que effectivement, il y a un passage à l'adolescence où moi j'ai le sentiment qu'on n'est plus dans la joie du corps enfant, mais que ça y est, on sort de son corps et on regarde ce corps, et ce corps d'un coup doit correspondre, et on pense beaucoup plus à être désirable qu'à désirer. Donc pour moi, il y a vraiment un passage là, charnière. Et donc voilà, c'est une femme adulte qui se pose ces questions-là. Et moi, j'ai vraiment le sentiment qu'en tant qu'écrivaine, c'est mieux quand j'essaie pas trop de répondre aux questions. Et quand on me voit plutôt en train de cheminer vers cette joie. Parce que vraiment, je pense, alors ça peut paraître un luxe inouï, mais je pense qu'une de nos missions de personnes libres, c'est d'essayer de chercher cette joie, même si on peut avoir le sentiment qu'elle nous est régulièrement confisquée, cette joie, mais le désir, suivre son désir est quand même une source ineffable de joie. Sarah Chiche, vous aussi, vous écrivez de la fiction. Et puis, finalement, donner comme titre à un livre tout simplement « Aimer », c'est pas rien. En effet, ça n'est pas rien. L'idée de choisir cet infinitif, c'est un refus de conjuguer. C'est-à-dire, dès l'instant où on conjugue, on va peut-être enfermer, circonscrire, dire j'aimerais ou nous avons été aimés. C'est déjà réduire dans une temporalité à une temporalité certaine. Choisir cet infinitif, c'est peut-être un impératif, une forme de manifeste, en même temps que le souhait de faire entendre que les modalités de l'amour sont absolument infinies.
C'est vrai que dans ce livre, bon, j'en parle tout de même 2 minutes, il est dans le sujet aussi. Oui, il est question d'un amour entre une femme et un homme, mais dans Aimer, il est aussi question de l'amour déçu des enfants pour les parents, de l'amour parfois dévorant des mères pour les filles, de ces amitiés entre femmes, ces amitiés tardives après la quarantaine ou la cinquantaine qui, au fond, sont peut-être une des plus belles modalités de l'amour, débarrasser des embarras de la conjugalité hétéronormée. Et donc, il y a plein de choses, plein de façons d'aimer. Alors, Laurence Joseph, on se dit qu'a priori, le silence n'est pas dans notre sujet d'aujourd'hui. Et pourtant, en bonne philosophe, je voudrais juste rappeler l'étymologie du mot désir, parce que de toutes les étymologies, c'est celle que je préfère. Donc, désir, ça vient de dé, qui marque la distance, l'éloignement, et sidérus, ce sont les étoiles, les astres. Donc, le mot de désir, d'emblée, il nous place dans une distance, dans un éloignement, dans un espace vide. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressée, avant les silences, j'ai travaillé sur l'intime dans un essai qui s'appelle La chute de l'intime. Et là, dans ce livre qui s'appelle Nos silences, moi, mon travail, autant comme quelqu'un qui écrit que dans mon travail avec mes patientes, ça fait 20 ans que je reçois des patients et surtout des patientes, c'est ce qu'on peut appeler le fading, l'effacement, quand les choses disparaissent au fur et à mesure. Et on voit bien, rien qu'avec le mot désir, à quel point on peut pas être tout le temps désirant. C'est que là, on a des journées magnifiques, et j'étais là l'année dernière, et on a l'impression que le désir se saisit de nous à longueur de journée, et que après, bon, on a le droit de choisir entre différentes modalités. Mais moi, ce que j'entends beaucoup chez mes patientes, et pas forcément celles qui ont été victimes de violences sexuelles, même chez des femmes qui sont hétérosexuelles ou homosexuelles, c'est que souvent le désir est vide. Le désir s'est effacé dans le conjugal, dans les enfants, dans la charge mentale. Et ce qui m'intéresse justement, c'est de voir dans la démarche d'une psychanalyse, mais aussi qu'on peut retrouver dans la démarche de l'écriture, c'est comment petit à petit, dans la rencontre d'un autre, il va y avoir quelque chose du langage qui va pouvoir se ranimer, et là, le désir va revenir. Donc, le silence et le désir, pour moi, ce sont des continents très proches, très noués. Alors, ce matin, avec Marie Nimier, on parlait du fait que, quand elle a recueilli des confidences dans ce livre qui s'appelle Confidences, peut-être le fait que elle, la narratrice, ait les yeux bandés, ça incité, enfin, ça facilitait la parole des autres. Exactement. Et quand Marie Nimier parlait de cela, je pensais beaucoup au dispositif du divan, puisque je suis psychanalyste et donc j'ai beaucoup de mes patientes. C'est là que je voulais en venir. Exactement. Et donc, quand elle parlait, j'ai vu le divan et j'ai vu mon divan, bien sûr. Et j'ai pensé à mes patientes et à tout ce qu'on peut dire quand on n'est pas vu. Et quand on n'est pas regardé. Et pour exprimer la jouissance, le désir, l'obsession que ça peut être, l'errance que ça peut être, ce désir féminin, je pense que le dispositif que je ne les regarde pas quand elles parlent, c'est extrêmement précieux. Et d'ailleurs, on voit que ce mot intime, qui a été utilisé énormément de fois depuis le début du fief, et intime, c'est ce qu'il y a de plus profond. Voilà encore une étymologie qui nous montre à quel point le désir féminin serait extrêmement caché, enfermé, et qu'il faudrait aller à sa recherche. Il faut aller l'attraper quelque part. Pourquoi? Il y a plein de raisons. Mais en tout cas, on part de cette base-là, entre la distance avec les astres et l'intime qui doit être caché. Donc, c'est pas évident. Sarah Chiche, vous aussi, vous êtes psychanalyste. Alors, le divan? Oui, mais j'y pensais et évidemment en vous écoutant au moment où vous avez parlé de ces confidences recueillies par Marie Nimier. Il est certain qu'il y a tout un tas de choses qui ne pourront pas se dire en face à face et qu'il y a besoin, dans certains cas, de pouvoir énoncer une parole ou d'avouer une honte ou alors un désir indésirable et toutes ces sortes de choses sans être regardé, mais tout en se sachant écouté. C'est au fond, en même temps, dans ces moments-là, à soi-même qu'on se le dit peut-être pour la première fois, mais à voix haute, juste pour entendre le goût que ça a dans la bouche en quelque sorte, et que de s'apercevoir
qu'on peut énoncer quelque chose et que le ciel ne va, ou le plafond, en l'occurrence du cabinet, ne va pas s'écrouler sur vous et qu'il y a là quelqu'un qui ne va pas lancer un regard comminatoire, vous juger, mais simplement être là dans une écoute suspendue, sans mémoire et sans désir, c'est quelque chose de fondamental, oui. Et Sarah Chiche, pourquoi vous avez écrit cette histoire érotique de la psychanalyse? Qu'est-ce qui vous a motivé? Ah oui, alors au départ, pour tout vous dire, c'était une demande de Christophe Guillas, éditeur chez Payot, pour la collection Une histoire érotique. Et dans un premier mouvement, j'ai dit oui, et après je me suis dit, mais mon Dieu, mais dans quoi je me suis embarquée? Rien que le titre, il y avait quelque chose qui me répugnait à un endroit, tant pour moi, la psychanalyse en tant qu'analysante avait été un lieu tout à fait... sécurisé à cet endroit, et donc réexhumer toutes les sales petites histoires, mais parfois très cocasses et parfois merveilleuses, qui ont contribué à l'histoire du mouvement psychanalytique. Voilà, ce fut assez ardu. Néanmoins, il m'importait de raconter comment, dès le départ, les femmes n'ont pas seulement été des objets de la psychanalyse, mais bien aussi des sujets, des théoriciennes, des penseuses, de raconter, par exemple, l'influence de Lou Andrea Salomé, l'influence décisive sur certains concepts d'Eros chez Freud, comment Sabina Spielrein n'a pas seulement été la créature et la maîtresse de Jung, mais a aussi beaucoup influencé Freud sur, arrête-moi si je me trompe, la question de la pulsion de mort, voilà, et certains points sur le narcissisme. Et toutes ces femmes, donc, sans parler des femmes psychanalystes comme Mélanie Klein, Anna Freud, etc., ont eu une influence absolument décisive sur le mouvement, sur la pensée psychanalytique, de sorte que quand on exhume l'histoire de toutes ces femmes, on s'aperçoit qu'en fait, même aujourd'hui, voilà. D'abord, je considère qu'il n'y a pas la psychanalyse, mais des psychanalyses et bien des façons de pratiquer l'analyse, mais bien de ces femmes ont rendu la psychanalyse tout à fait vivante. Elle n'est pas et font qu'aujourd'hui encore, je ne crois pas que sa place soit uniquement dans les musées. Et moi non plus. Bien que je sois le type même de la femme non analysée. C'est pour ça que je voudrais que... Mais attention, il y en a, on ne recommanderait pas ça à tout le monde. Hein, voilà. Je voudrais que Laurence Joseph parle un peu de cette histoire érotique de la psychanalyse, parce qu'elle en parlera mieux que moi. Moi, ce que j'ai découvert, en effet, c'est ce que vient de dire Sarah Chiche, c'est-à-dire que j'avais vu l'émergence des femmes dans la psychanalyse à partir du moment où il y a eu des femmes psychanalystes. Mais j'avais pas du tout mesuré ce qu'il y avait eu avant, que vous décrivez très bien dans le livre. Les patientes, oui. les amies, les maîtresses aussi, il oui. faut bien le dire. Ouais. Alors, je ne sais pas si j'en parlerai mieux que Sarah de son histoire érotique, mais il y a quelque chose, en tout cas, et c'est ce qui peut être intéressant aussi dans le mouvement de notre journée. Il y a une figure que j'aime beaucoup qui s'appelle Sabrina Spielrein, que tu viens d'évoquer, qui a été, lorsque j'étais étudiante, j'ai commencé mes études en 1997, mais mes études de psycho au début des années 2000, et Sabrina Spielrein, elle était réduite complètement au statut de maîtresse de Jung. Et elle était au-delà d'invisibiliser, elle n'était pas invisibilisée, elle était réifiée. En fait, ce qui m'intéresse beaucoup entre l'histoire érotique de la psychanalyse et ce que nous, on parcourt aujourd'hui, c'est qu'on étudie des corps paradigmatiques. Donc, on a le corps de la prostituée, on a le corps de la mystique, et on a le corps de l'hystérique, qui est aussi un grand corps érotisé de la psychanalyse, qui, vous connaissez tous les représentations de Charcot, de l'arc hystérique, qui est en fait l'arc qui marque la trace du trauma sexuel, identifié par Freud et Charcot. Et donc, on a tous ces grands corps-là, et puis, à chaque fois qu'il y a une femme qui intervient dans la psychanalyse, on se dit, ah, on va la mettre où, celle-là? Hop, Sabrina Spielrein, elle est un peu vers le corps prostitué, pas complètement vers l'hystérique, parce qu'on a voulu la mettre davantage dans le champ de la psychose. Donc on l'a mis un peu au musée, de ce côté-là, comme maîtresse prostituée schizophrène, un peu quelque chose comme un mot bien collé, qu'on retrouve aussi dans ce qu'on a entendu hier soir, qui était superbe, de Grisilidis. Réal, merci, j'ai toujours peur de me tromper. Donc, et puis là, récemment, mais vraiment très récemment, il y a quelques années, mais dans cette idée, ce qu'on disait tout à l'heure aussi autour du prix Pandore, de restituer aussi une légitimité. Il y a un livre sur Sabrina Spielrein qui est sorti, et on voit en réalité que c'est elle qui a théorisé la pulsion de mort.
Et je trouve que c'est pas inintéressant, justement, parce qu'il y a la pulsion de mort qui équivaut à un 0, pour ceux qui connaissent pas la psychanalyse. C'est-à-dire que la pulsion de mort, c'est là où notre activité, on va dire libidinale et pulsionnelle, arrive au 0, mais c'est un 0 positif, c'est comme un nirvana, en fait. Et c'est là où on a un degré d'excitation qui correspond à un non-trouble. C'est un moment où on est heureux. C'est pas inintéressant parce que l'orgasme, ça s'appelle aussi une petite mort. On pourrait parler très longtemps de pourquoi ça s'appelle comme ça. Ça, c'est dans le premier livre d'Aurore Vincenti. Petite mort, et c'est partie de l'abécédaire. Ce que je veux, je sais pas, après je peux partir trop longtemps, donc faut que je. On a un peu de temps quand même. Hein. Ce que je veux dire par rapport à l'histoire Frédéric Maget n'est toujours pas debout. Oui, mais tout le monde n'a pas parlé, donc je veux pas monopoliser la parole. Mais c'est vrai que on voit rien que dans le traitement de Sabrina Spielrein comment la psychanalyse a au début, et ça c'est une question auquel je tiens beaucoup, en tout cas jusqu'en 1895, montré à quel point l'érotisme était impensé, à quel point aussi l'érotique pouvait dévier vers la perversion et faire énormément de mal et de violence au corps des femmes. Ça ensuite, ça a été rabattu quand Freud a abandonné sa neurotica. Et puis, il y a toutes ces femmes, tu parlais de Lou Andrea Salomé, mais tu la connais mieux que moi, qui ont été des muses. Quand on lit des muses de la psychanalyse, mais aussi de Rilke, de Nietzsche, enfin. Mais ce que je conseille toujours pour aborder la psychanalyse, c'est la lecture de la correspondance entre Freud et Lou Andrea Salomé. Et là, on entend Lou Andrea Salomé qui sermonne un peu Freud, qui lui dit « mais bouge-toi, enfin bougez-vous, secouez-vous, vous cherchez dans le mauvais sens ». Et lui, de son côté, lui dit « mais vous ne prenez pas assez d'argent, il faut mettre un petit peu de normes ». Et dans cette correspondance entre elle, qui était une femme extrêmement libre, et lui, qui était tout le temps en train de chercher que peut devenir la science psychanalytique, on voit comment la psychanalyse se construit dans sa correspondance. On voit mieux la place de Sabrina Spielrein aussi. Voilà, je ne sais pas si je réponds à la question, mais c'est l'histoire érotique de la psychanalyse, quand on la relit aujourd'hui et quand on la relit surtout en travaillant sur les violences faites aux femmes et sur l'inceste, on se rend compte à quel point la psychanalyse est attaquée à cause de son histoire érotique. Et que cette histoire érotique, aujourd'hui, elle pourrait quasiment figurer dans un livre noir. Mais il faut continuer à penser la psychanalyse différemment, en héritant de ce travail, on n'a pas le choix, mais peut-être en réfléchissant autrement. Mais alors moi, justement, comme non-analysé, je peux dire que je suis d'accord avec Sarah Chiche qu'il ne faut pas mettre la psychanalyse au musée. Ni en enfer, surtout. Alors, au tout début du livre d'Aurore Vincenti, elle dit on a du mal à penser le sexe en dehors des rapports de domination, ce que j'ai entendu comme on a toujours du mal à penser le sexe en dehors des rapports de domination. Je voudrais savoir ce que vous en pensez, toutes les quatre. Et Aurore d'abord, oui. C'est elle qui l'a dit d'abord. Alors là, vraiment, j'ai pas inventé la poudre. Tous les textes féministes, enfin une grande partie des textes féministes pensent cette question. Et donc, encore une fois, j'hérite de ces féminismes. Je suis vraiment dans cette lignée-là et je dois beaucoup au féminisme. Donc, justement, ma question et la question que je me suis posée, c'est comment on peut sortir des rapports de domination. Moi, ma perspective, elle est corporelle, elle est somatique. Alors, évidemment, je suis inspirée par la phénoménologie dont parlait Camille Froide-Vaumétry tout à l'heure. Donc, il y a évidemment cet aspect-là, mais il y a aussi mon chemin, il est somatique, c'est-à-dire que je passe une grande partie de mon temps à expérimenter physiquement, somatiquement, dans un travail qui met en relation ce qu'on pourrait appeler le corps et l'esprit, même si c'est encore très binaire de dire ça comme ça, mais de mener une recherche avec ce corps qui expérimente, qui cherche. Donc dans mon écriture, mais aussi vraiment dans ma pratique de la danse, dans ma pratique des arts martiaux. En fait, je mets mon corps à l'ouvrage en permanence, et c'est ce corps-là à l'ouvrage qui travaille, qui cherche, qui propose et qui propose une autre voie, une voie sensible, en réponse à cette impasse des rapports de domination. Et ça, les féminismes le disent aujourd'hui. On peut plus. Il faut réinventer la sexualité hors de ces rapports de domination, hors des dualismes. Et une des propositions qui est faite, c'est d'érotiser l'égalité, d'érotiser des rapports égalitaires. Proposition qui est, à mon sens, très juste théoriquement et très intéressante, mais qui n'est pas très accessible dans l'expérience, dans le corps. C'est-à-dire que je suis quand même confrontée très souvent à des personnes, puisque
j'accompagne pas mal de personnes qui ont vécu des violences sexuelles en rééducation corporelle après ces violences. Donc ces personnes font une thérapie, quelle qu'elle soit, mais ensuite moi je fais un accompagnement physique, corporel, je fais de la rééducation corporelle, et l'accès à l'idée de ce qu'il faudrait que j'érotise ou que je trouve sexy, en gros, hein, ce vers quoi je devrais porter mon désir, bah c'est une chose de dire j'aimerais bien désirer des rapports égalitaires, et c'est une autre chose de les désirer vraiment dans mon corps. Et donc ma perspective, elle est vraiment sensible. Comment je remets mon corps à l'ouvrage et au travail pour accéder à autre chose que ce que les chemins que j'ai pris et encore repris, car nous sommes faits et faites d'habitude. Nous prenons des chemins qui fonctionnent, voire qui ne fonctionnent pas, mais puisque nous en avons l'habitude, nous les reprenons. Et sexuellement, c'est très clair que nous refaisons des choses simplement parce que nous les avons vécues, et donc l'expérience informe nos habitudes. Et ensuite, c'est comment on change d'habitude. Et c'est en ça que l'expérimentation sensible, qui se trouve en réalité dans mon travail en amont du sexuel, enfin sur le seuil du sexuel. Je travaille vraiment avec le corps, comment je suis dans mon corps, comment je me sens dans mon corps et dans ma sensorialité, et ensuite potentiellement dans des échanges avec d'autres, à l'endroit de ma peau, à l'endroit de comment nos désirs se rencontrent, mais vraiment à un endroit corporel. Ce qui fait que cette phrase de Colette qu'on entendait tout à l'heure, moi c'est mon corps qui pense, pour moi, elle est vraiment à l'endroit du travail. Moi, c'est mon corps qui désire. Sauf que nous n'avons pas tous et toutes accès, et j'ai grandi sans accès à ce que mon corps pouvait désirer. C'est-à-dire que, au début de ma sexualité, au moment de l'adolescence, j'avais pas vraiment de sensation de désir, éventuellement quelques-unes de plaisir, c'était pas très net, en tout cas ce qui a pris beaucoup de place c'était les normes, c'était voilà, le sexe ça ressemble à ça, donc je vais faire ça et on verra. Et alors il y avait toute la dimension intellectuelle, psychique éventuellement, d'excitation, de surprise, de nouveauté qui joue bien sûr dans la fabrication du désir, et elle est très importante, mais corporellement, parce que ça dure un temps, mais pas forcément tout le temps, la surprise, notamment dans le couple, cet accès à qu'est-ce que je sens dans mon corps qui peut être désirant, qui me procure, voilà, où je sens mon désir monter, c'est ça que je suis allée chercher. Quelle est cette sensation de désir ? Et ça, je vais être là aussi peut-être un peu binaire. Les personnes qui ont un pénis ont un accès assez immédiat, visible, éléphant dans la pièce, de ce qui manifeste l'expression du désir. Bon, une érection, quoi, ça prend de la place et ça se voit avec les yeux même, et ça se sent parce que ça se voit et que ça prend de la place. Donc tout ça s'alimente. Mais dans un corps qui n'est pas forcément sexué de la même façon, eh bien l'accès à la sensation claire, nette, évidente du désir, elle n'est pas évidente pour tout le monde. Elle n'est pas évidente pour les personnes sexisées, notamment, les femmes et d'autres encore. Et puis certains hommes cis, évidemment aussi. Donc c'est pour pas faire de généralité. Mais c'est cette recherche-là de comment je sens, comment je fais l'expérience du désir dans mon corps. Et ensuite, comment je rencontre un autre désir sans imposer mon propre désir. Comment je me mets à l'écoute, et on parle d'écoute, le silence aussi est hyper important là-dedans. Comment je me mets à l'écoute. Alors évidemment, la parole est très importante dans la sexualité, donc voilà. Mais comment je me mets à l'écoute de ce qui se passe pour l'autre, et comment j'en viens non plus à désirer l'autre comme désirer l'autre. En fait, c'est pas tant le désir de l'autre, le désir d'un autre corps. Alors certes, il y a cette composante dans la sexualité, mais c'est comment j'en arrive à désirer le désir de l'autre. Et ça, j'estime que quand on en arrive là dans sa sexualité, c'est assez merveilleux et formidablement joyeux. Amandine Day, qu'est-ce que vous pensez on peut pas penser de sexe en dehors des rapports de domination ? Alors, je pense que c'est effectivement très compliqué de vivre et penser le sexe en dehors des rapports de domination, parce que même si on a la chance d'explorer des rapports qui sont plutôt des rapports d'égalité, le récit d'une sœur, d'une amie, d'une grand-mère, un article qu'on va entendre, un podcast, d'une violence ressentie par une autre femme, par une autre personne, évidemment, elle me concerne. Et ce que je veux dire, c'est que l'air que je respire, si c'est un air où d'autres personnes que moi, même si ce n'est pas moi directement, vivent des violences, évidemment que mon air est contaminé et je ne peux pas respirer correctement en sachant que d'autres personnes vivent des choses qui sont difficiles et qui sont
et qui sont de l'ordre de la violence, du silence et de la honte. Donc c'est très difficile de s'extraire de ces rapports de domination qu'on sait, qu'on conscientise intellectuellement et qu'on sent dans notre corps. Et pourtant, je pense qu'il y a un chemin extrêmement précieux à suivre. Et je faisais le lien avec la création et la psychanalyse sont vraiment, je pense, deux choses qui se tricotent très intimement. Et quand tu disais, Sarah, dans un cabinet, voilà, je reçois la parole, et c'est des endroits où vous pouvez dire une parole qui vous habite, et vous ne recevrez jamais de jugement moral. On n'est pas quelqu'un qui vous écoute, un thérapeute ou une thérapeute, en aucun cas ne viendra vous brandir un jugement moral. Et en création, je pense que c'est aussi un lien que moi je fais par rapport à l'écriture, et notamment pour écrire le désir, il faut s'affranchir quand même d'une certaine morale de ce qu'on vous a dit qui était bien pour une femme de faire, d'écrire, de créer, de penser. Et je pense que pour être une femme aussi qui désire et qui s'épanouit, il faut s'extraire de beaucoup de jugements moraux. Enfin, moi, tout simplement, ça va vous paraître peut-être très terre à terre, mais je pense que la fatigue, tout simplement, et nos vies de petits soldats et soldates nous empêchent de désirer et de jouir, en fait, parce que nous sommes pour beaucoup épuisés. Et que c'est à vouloir correspondre à cette morale là qui est autour de nous, de travailler, d'être efficace, de trouver une place, voilà, parce que notre place n'est jamais là d'emblée, et qu'en fait il faut se battre. Voilà, tout ça nous épuise et font qu'en fait le soir, et en plus ça devient presque une morale supplémentaire. Ah là là, et en plus après tout ça, il faut encore que je désire derrière et que je fasse l'amour et que ce soit merveilleux. Et en fait ça c'est terrible. Et moi, je sais qu'un de mes ressorts pour me libérer de tout ça, c'est l'humour. Voilà, et j'imagine que dans vos cabinets respectifs, il y a tellement de choses aussi qui viennent se guérir autour d'un éclat de rire. Voilà, c'est ça. Voilà, on peut rire de tout ça et retrouver, et en riant de cela, retrouver de l'air et de la liberté et du temps, enfin, pour être dans ce que tu décrivais. Laurence Joseph. Oui, ça me rappelle ce que tu disais, Amandine, ce que j'ai entendu hier, c'est-à-dire jusqu'à minuit moins 5, il faut être une créature chaste, cheveux attachés, lecture, broderie ou vaisselle impeccable, et à minuit devenir une créature absolument divine et très excitante. J'ai beaucoup aimé cette idée parce que les rapports de domination, on en parle, on les vit, et comme on le disait tout à l'heure, voilà, il y a des vagues de libération, ensuite des vagues de silenciation. On est dans ce mouvement. Moi, j'aimerais juste faire un petit focus par rapport à la question de la temporalité. Dans l'espace de comment advient le fantasme chez une femme, chez une jeune femme. Comment est-ce qu'il peut se créer, comment est-ce qu'il peut se construire face à un désir masculin qui est prête à penser, prête à voir, parce que la pornographie, elle a quand même usé les mots, elle a standardisé des mots, elle a standardisé des corps, des liens, une domination très axée dans l'image, même si maintenant il y a du porno pour les femmes. Mais en tout cas, moi, je suis d'une génération, je suis née en 80, où le porno a dominé complètement l'imaginaire de mes camarades collégiens et lycéens. Et donc, il fallait quand même vivre avec ces représentations. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, dont on a fort peu parlé depuis le début des journées, mais c'est très difficile de penser aujourd'hui le désir sans penser la manière dont il est représenté. Et ce que je voulais dire, c'est que pour mes patientes, penser le désir, ça prend du temps, sauf peut-être pour certaines chanceuses, mais c'est un peu dans ce que tu disais, ça prend beaucoup de temps. Et dans mon livre sur le silence, je travaille la différence entre les textes intérieurs et les textes extérieurs, c'est-à-dire ceux qui passent le cap du son, là où on peut dire « moi je préfère ça, moi je veux ça, moi j'aimerais que tu me fasses ça ». Et parfois, ça prend des années et des années. Et le texte intérieur des jeunes filles, sans vouloir trop genrer, je veux pas faire de stigmate, mais bon, quand même, en tout cas, c'est ma clinique, mais énormément de temps à se préciser, à se sortir du modèle masculin, des images, même des corps hyper standardisés des filles sur les réseaux, et cette domination, je la vois dans ce rapport à la temporalité du texte féminin intérieur, qui ne met peut-être pas de temps que ça à se créer. Je pense qu'une femme peut avoir accès à ses fantasmes
en prenant pas tant de temps que ça, mais il y a une temporalité particulière et une confiance. C'est ce que je disais quand j'ai dit il y a besoin de confiance. Il y a besoin d'humour, il y a besoin, bien sûr, de se connaître soi, mais il faut ce moment où on va oser dire les choses. Et cette domination, moi, je la vois dans les hommes qui savent très vite dire ce qu'ils veulent. Alors, de toute manière, parfois on le sait, hein. C'est rapide. Et nous, le temps que les filles osent le dire, mais c'est incroyable. Je vois la majorité de mes patientes qui n'ont pas eu le temps de dire ou de penser, c'était fini. De toute manière, le rapport sexuel était fini, hein. Donc, il y a une forme de désynchronisation aussi entre le temps que la femme arrive à dire, ose à dire, même si elle le voit une fois, deux fois, même parfois longtemps, des années. Et elle ose enfin dire, et à chaque fois, c'est déjà terminé. Donc, il y a une désynchronisation, je trouve, dans cette parole possible sur le désir féminin. En tout cas, c'est mon expérience. Ouh, c'est le moment où je voudrais disparaître. Non, mais mes camarades ont déjà dit des choses très très importantes. J'associais en pensant à deux choses. Bon, pour en revenir à Aimé, il y a une scène dans la deuxième partie du roman, c'est-à-dire quand les deux vont se retrouver à la cinquantaine. Oui, parce qu'il faut quand même dire en deux mots quand même, c'est des gens qui se rencontrent très jeunes. Oui, et puis ils ont 9 ans. Ils ont chacun un parcours de vie, et puis un jour ils se retrouvent. Oui, ils se retrouvent. Et donc va arriver la première nuit. Alors là, j'ai voulu déjouer les attentes du lecteur, c'est-à-dire quand il se retrouve, on imagine que donc il va y avoir la fameuse scène de sexe, scène sexuelle si difficile à écrire en littérature, hein, parce que c'est très casse-gueule. On court toujours le risque soit de la mièvrerie, soit de la dégueulasserie, soit de quelque chose qui ne dirait au fond jamais l'acte, parce que au fond il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour dire ces choses-là. Et donc, je me suis amusée à ne pas faire exister cette scène, mais plus tard, la deuxième fois, enfin, il y a une première scène qui n'existe pas, et quand enfin la scène sexuelle arrive, quand je l'ai écrite, je me suis dit, bon, c'est un petit peu transgressif, puisque c'est elle, au fond, qui le pénètre. Et je me suis dit, ah, mais quelqu'un va peut-être le mentionner dans un article, en faire état, et en fait, personne. Personne n'a osé. Alors, je ne sais pas si, voilà, je ne sais pas si c'est parce que personne n'a osé, voilà, ou si c'est parce que c'est peut-être plus banalisé dans l'expérimentation, comme tu disais, de toutes sortes de pratiques. Je n'en sais rien. Première association d'idées, en tout cas, vous avez peut-être une idée sur la question. La deuxième chose, peut-on penser le sexe en dehors des rapports de domination? C'est peut-être le travail de toute une vie, hein, pour certaines et certains d'entre nous, que de se désaliéner de cela et pouvoir dire effectivement en première personne, en fait, peut-être qu'on pourrait essayer ça, ou je veux ça, ou j'aimerais ça, ou j'aurais aimé ça, ou alors ça c'est non. Hein, voilà, il y en a qui, à 50, 60, n'arrivent toujours pas à le dire, ne pourront jamais le dire, et voilà, et bien plus tard constatent qu'ils ne l'auront jamais dit. Je pense tout de même à... Alors, Laurence va me dire que je parle toujours de ce lieu où on a travaillé. Je parle souvent de Sainte-Anne. Mais voilà, je pense toutefois à une expérience. Quand j'étais stagiaire en psychiatrie à Sainte-Anne, une chose absolument hallucinante. Il y avait une femme qui était extrêmement mélancolique. C'est-à-dire, pour résumer, une dépression sévère. Si sévère que elle se haïssait à un point absolument dingue, avec des idées de damnation, des idées d'être un déchet, des idées suicidaires. Et la chef de service de l'époque m'avait expliqué que le salut de cette femme avait consisté, pour sortir quelque peu de sa mélancolie, à endosser dans la sexualité une posture masochiste. C'est-à-dire que là, elle appelait l'autre à la dominer, mais c'était parfaitement consenti de sa part. Et c'était le truc qu'elle avait trouvé pour ne plus se persécuter elle-même, mais pour qu'il y ait un autre à l'extérieur d'elle qui, en quelque sorte, la domine. Donc, se pose aussi dans ma clinique, auprès des patientes que je reçois, la question de cette réappropriation de la domination, librement consentie cette fois-ci, scénarisée,
qui permet de rejouer les choses autrement. Est-ce que c'est clair ce que je... Oui. Oui, c'est clair. Mais tout à l'heure, Aurore Vincenti a beaucoup parlé de la question du corps et je trouve que dans son prologue, elle résume ça assez bien quand elle parle du sensible. Le sensible ne peut se jouer hors de notre incarnation et de l'expérience de cette incarnation, c'est-à-dire du fait d'avoir un corps et de le sentir. Et je me disais que, sans doute, sur vos divans, beaucoup de patientes ont ce problème-là, de ne pas avoir de corps et de ne pas le sentir. Laurence Joseph ? Bah là, je peux pas vous dire la majorité, ce serait horrible, mais en tout cas en début de travail, parce que quand même des années de travail sur le divan, à la fin ça va mieux. Mais moi j'ai énormément de femmes et j'insiste aussi de jeunes femmes qui devraient être en train de vivre voilà une vie sexuelle éclatante, joyeuse, libre de leur corps. Et une fois de plus, je ne parle pas de mes patientes qui ont été victimes de violences sexuelles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette idée de l'accession aux mots. Et voilà, on pense avec son corps, on est fait de mots, et c'est par ces mots qu'on va attraper notre corps. Il y a quand même quelque chose d'un mécanisme qui se réverbère entre notre corps et les mots qu'on peut utiliser pour le nommer. Et je vois combien, et puis moi je l'éprouve aussi comme femme, combien il y a tellement de mots qui ont été abîmés aussi par le porno, et où il y a beaucoup de femmes qui vont se dire ah ben non, je peux pas dire ces mots-là, c'est les mots de la télé en fait, c'est les mots des films porno. Si moi je dis ça, je me réifie, je me dégrade, je suis féministe, je ne passerai pas par ce vocabulaire-là. Et donc il y a quelque chose aussi qui est contemporain de certaines féministes ou de jeunes femmes féministes, mais qui ne sont peut-être pas à la pointe des recherches féministes aujourd'hui, queer, c'est-à-dire qui vont pas forcément avoir accès à un savoir comme Camille Froidevaux-Métry en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire un savoir qui me fait penser à Deleuze, c'est-à-dire en rhizome, où on peut être dans l'ouverture, dans le multiple, dans l'hybride. On a énormément de chance, nous, de pouvoir réfléchir à tout ça, d'étudier ça, c'est un luxe infini. Mais quand on n'a pas le temps, déjà, parce que c'est du temps, cette recherche, quand on n'a pas le temps, quand c'est pas accessible, quand on n'habite pas forcément à Paris, quand on peut pas tout le temps se payer des livres, enfin bon, vous avez tout compris, quand on n'arrive pas à accéder à une pensée de l'hybride, et puis quand bien même on accéderait théoriquement à une pensée de l'hybride, on ne ressent pas forcément l'hybridité. Et ça, pour moi, c'est vraiment un point très important, parce que on peut vouloir sortir d'une vision classique de la sexualité, sans pour autant que les mots très contemporains, qui sont très précieux, résonnent dans notre esprit et dans notre corps. Et du coup, il y a quand même encore beaucoup de solitude, même s'il y a beaucoup plus d'outils. Je pense qu'il y a encore beaucoup de lois du silence, de transmission catastrophique mère-fille de la sexualité. Il y a encore beaucoup de carnage, alors qu'on a beaucoup de nouveaux outils. Voilà. Mais Aurore Vincenti, vous aussi, vous avez une pratique clinique, et cette phrase que vous écrivez, c'est quelque chose que vous voyez aussi dans votre pratique. Oui. Oui, aussi beaucoup parce que je reçois des personnes qui ont subi des violences. Et que la dissociation, c'est une façon de quitter son corps pour ne plus sentir la douleur. C'est une façon de se protéger, de quitter son corps. Donc, c'est plutôt j'apprends à le voir, moi, en tant qu'accompagnante, comme quelque chose qui est très positif, en fait. De commencer par le voir comme quelque chose qui est très positif, de ne pas réussir à sentir son corps. Et appréhender ça comme quelque chose de salvateur. Bravo, votre corps a tout fait pour vous sauver la peau, et ça, c'est merveilleux. Vous avez bien de la chance. Enfin, valoriser cette dimension-là. Et puis ensuite, qu'est-ce que c'est que de réintégrer sa peau en sécurité. Et c'est un vaste projet, la question de la sécurité, du sentiment de sécurité, du sens de la sécurité dans le corps. Et il est vrai que nous avons peu le temps, parce que aussi nous sommes fatigués, nous travaillons à plein de choses, et que c'est une sacrée démarche de se dire « Allez, je vais accorder du temps à ça, à revenir dans ma peau ». Mais la beauté et l'enseignement que je reçois des personnes que j'accompagne qui ont vécu des violences, c'est qu'elles ne se sentent plus le choix à ce stade de leur vie de rester hors de leur corps, dans une certaine mesure, que ça leur fait trop souffrir, ou alors d'avoir des comportements qui les met en danger, d'avoir des sexualités à risque, de ne plus être bien
dans leur corps en tout cas. Et je trouve ça merveilleux, et c'est coûteux aussi, ça a un prix, la thérapie, l'accompagnement, donc je vois toutes les limites à cela, mais de mener cette démarche, de retrouver son corps, de refaire de la place pour ça, et peut-être que la chose qui m'émeut le plus, car je suis très émue dans le travail d'accompagnement, c'est l'immense créativité de ces personnes. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles se mettent à travailler avec ça, avec leur corps comme matériau, à cette réincarnation en fait, en quelque sorte, il y a déjà de la joie. Alors moi, je travaille pas sur la thérapie, je fais pas l'accompagnement, on revient pas par tout ce qui s'est passé, toute la violence. Moi, vraiment, j'arrive sur le, ok, comment est-ce qu'on fait avec ce corps qu'on a et dans lequel on habite et qui est censé nous accompagner. Donc il y a de la joie à retrouver ce corps, il y a beaucoup de chagrin aussi, mais il y a beaucoup d'inventivité. Et je suis face à des personnes qui deviennent des créatrices et des créateurs en fait, des personnes qui deviennent des artistes en fait, depuis leur corps. Et voilà, c'est. Je dois dire que c'est probablement une des choses qui me surprend et m'émeut encore le plus dans ce que je pratique aujourd'hui. Laurence Joseph, je crois vous dire quelque chose. Oui, je voulais juste, en écoutant Aurore, partager avec vous quelque chose qui compte beaucoup par rapport à cette époque contemporaine. Je pense à mes patientes qui sont dissociées, qui ont été victimes de violences sexuelles et qui vivent cette expérience de dissociation que tu présentes très bien. Et il y a un mot qui les aide beaucoup, c'est le mot de consentement. Puisqu'on est dans l'idée de la domination, on est dans l'idée de penser le désir. Et je vois très bien comment ce mot aujourd'hui devient un mot fétiche, mais dans le bon sens du terme, un mot chouchou, un mot adoré par mes patientes qui parfois peuvent me dire « Non, mais j'étais consentante, Laurence, hein, vraiment, ne t'inquiète pas, tout s'est bien passé. » Et donc, pour elles, ce consentement, c'est une échelle intérieure qu'elles se mettent, c'est un petit radar, une échelle d'évaluation permanente qui, dans la rencontre amoureuse, quelle qu'elle soit, fille, garçon, fille-garçon, enfin tout est possible. Et à chaque fois, elles vont vérifier. Et dans la vie post-trauma, ou post-travail sur le trauma, quand les révélations de faits d'inceste, par exemple, ont été tardives par rapport à l'actualité, enfin du vécu. Dans la première année, généralement, il va y avoir ce moment où elles vont consentir à désirer. Ça ne veut pas dire qu'elles auront fait quelque chose, mais elles auront consenti à désirer à nouveau quelqu'un. Peut-être prendre le risque de tomber amoureuse, mais en tout cas, ou s'embrasser. Voilà, juste embrasser et désirer embrasser. Et ça, cette image du consentement, c'est quelque chose qui les accompagne. Voilà, je voulais juste rajouter. Mais j'ai lu un livre récemment où une psychanalyste, j'ai oublié son nom, expliquait à quel point le consentement pouvait aussi être un piège, l'idée du consentement, de dire j'ai consenti, j'étais consentante. Ça vous est arrivé Pas trop. Pour moi, c'est plutôt mes patientes jeunes qui utilisent ça comme un nouveau mot. On parlait tout à l'heure de la lenteur de créer sa représentation du désir et du fantasme. Et moi, en tout cas, dans ma clinique, avec les adolescentes, c'est un nouveau mot qu'elles utilisent comme espace de sécurité psychique, justement. Mais hier soir, à travers ce que disait Grisélie Israël, on a interrogé la question des femmes qui vendent leur corps. Est-ce que vous trois, dans votre pratique, vous avez été confrontés à ça, des femmes qui ont... Sarah Chiche ? Oui, absolument. Et je me souviens notamment d'une patiente, ça fait longtemps donc je peux en parler, qui, pour elle, le début de la thérapie, parce que c'est davantage thérapie analytique, allait de pair avec le passage à l'acte prostitutionnel. C'est quand même un drôle de chose. C'est-à-dire au moment où je vais en travail, je décide aussi par là même de me prostituer. Il y a bien des modalités de la prostitution il y a bien des façons de se prostituer. Qu'est-ce que vous vouliez, si j'ai déjà été confrontée à ça? Oui, bien sûr, dans ma pratique. Quel était le sens de votre question? C'est savoir si un certain nombre parce que Grisélie d'Israël, il y avait une espèce de revendication de vendre son corps. C'était le cas aussi de cette personne. Et donc, si vous avez plutôt vu des femmes comme ça, ou des femmes qui entreprenaient une thérapie parce que c'était été une souffrance pour elles de vendre leur corps. J'ai entendu toutes sortes de choses. Des femmes qui une jeune femme qui le revendiquait avec beaucoup de fierté. C'était pour elle le lieu d'une indépendance, d'une autonomisation. J'ai entendu. Alors pourquoi entreprenait-elle une analyse? Pour pouvoir en parler quelque part tout de même, parce que c'était pas sans vertige.
Elle n'appelait pas ça culpabilité, mais il y avait un vertige. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis en train de faire? Il faut que je le pense quand même. Parce que quand j'y vais, quand je le fais, je ne le pense pas. Donc, il fallait le penser en même temps. Mais elle le revendiquait, hein, elle était fière. J'ai aussi eu le cas de personnes qui l'avaient fait, qui avaient vendu leur corps des années plus tôt et qui étaient dans une salissure, une honte extrêmement forte de l'avoir fait. Mais il n'y avait pas le choix. Souvent, il y avait, voilà, ça venait répéter des histoires incestueuses ou incestuelles, un climat incestuel familial à minima. Et puis aussi des femmes qui l'avaient fait, mais qui ne savaient toujours pas pourquoi, qui n'étaient en quelque sorte, qui, en l'ayant fait, n'étaient pas dans la scène. On revient à cette question majeure de la dissociation, c'est, il y avait cette chambre d'hôtel, j'y étais, il y avait des hommes, je ne sais plus combien il y en a eu beaucoup, je n'étais pas là. Mais où étiez-vous? Je ne sais pas. Et 8 ans après, toujours dans l'impossibilité de savoir, et c'était ni oui ni non en fait. Et soustraction totale de la personne, voilà, qui est au-dessus d'elle-même, qui observe la scène depuis un coin de la pièce, depuis le plafond en quelque sorte, se voit dans la scène, ce qui lui permet de ne pas y être. Comme vous avez vu, j'ai laissé tomber ma montre, c'est la peur de Frédéric Maget. Mais je crois qu'on a encore un tout petit peu de temps. Et tout à l'heure, Laurence Joseph a parlé des réseaux sociaux. Et je voulais savoir, y compris dans la pratique de la fiction, est-ce que cette espèce d'invasion des réseaux sociaux change beaucoup de choses pour vous toutes? Alors, déjà, j'ai envie de rebondir parce que depuis tout à l'heure, il y a une image qui me vient et qui a surgi dans mon esprit, c'est que je pense à ma petite fille et je vois ma petite fille courir vraiment avec cette joie que vous avez peut-être déjà observée chez les tout petits enfants, qui est la joie pure d'avoir un corps et d'avoir cette joie de se déployer, de courir, et qui est une joie qui se nourrit elle-même. Et moi, en tant que mère, à quel point je suis parfois spectatrice de cette joie d'être dans son corps et d'en jouir de par sa pure fonctionnalité, et à quel point c'est précieux d'observer ça, et à quel point je me donne pour mission d'essayer de le contraindre le moins possible, ce corps. En le laissant, et je pense qu'il y a un vrai enjeu dans nous en tant que mère, en tant que parents, de laisser cette joie du corps de nos enfants se déployer, s'exprimer, parce que la sexualité, elle commence déjà là, enfin dans le fait de laisser ces corps se déployer. Et je ne sais pas, par exemple, rien qu'à l'école, est-ce qu'on laisse les corps de nos enfants se déployer, jouer? Ça commence. Il y a, comment dire, c'est pas simplement une fois que la sexualité, que la puberté arrive, ou dans la chambre à coucher quand on est adulte, que la sexualité d'un coup elle peut se déployer. C'est bien avant dans l'espace qu'on nous a laissé en tant que petite fille, l'espace qu'on nous a laissé prendre, non seulement évidemment notre corps, mais aussi la parole. À quel point on laisse les enfants, les petites filles notamment, j'insiste quand même là-dessus, à quel point on laisse les petites filles s'exprimer. Un truc très simple, par exemple, dont je me rends compte avec mes enfants, ça va vous paraître très basique, mais pour moi, c'est une image très forte. Par exemple, quand mes enfants font la queue quelque part pour acheter un livre, des frites, que sais-je, très souvent, ils se font doubler par des adultes. Et moi, je suis là, mais enfin. Puis des fois, même leur dire, je t'ai doublé, hein, tu m'excuses. Hein. Puis, non, en fait. Enfin, et je trouve qu'à travers ça, ça leur dit, mais voilà, toi, tu comptes pas, ton corps compte pas. Et en fait, moi, je veux la même chose que toi, mais comme je suis adulte, je vais l'avoir avant toi parce que je vais prendre ce pouvoir-là. Et tous ces messages qu'on renvoie à nos enfants, évidemment, ça s'imprime et ça leur dit quelque chose d'une parole qui est pas qui doit commencer par s'étouffer, s'effacer. Et donc, le rapport enfant-adulte, parent-enfant, et tous les adultes qui prennent soin des enfants, pour moi, il y a vraiment un lien très fort avec la sexualité que ils et elles déploieront. Pour revenir à la question des réseaux sociaux, et à ce que tu disais aussi, Laurent, c'est que, en fait, pour le coup, cette omniprésence des réseaux sociaux fait que
on peut surtout pas être dans le silence par rapport à la sexualité de nos enfants, parce que si on se tait et si on ne parle pas en premier, j'ai envie de dire, c'est les réseaux qui vont prendre la place, et les images. Parce qu'évidemment, c'est même pas du texte, c'est juste des images qui vont venir faire effraction chez nos enfants. Moi, j'ai un enfant qui est au collège. Voilà, vous le savez tous, qu'à un moment, voilà, des images peuvent arriver. Et si avant nous, on n'a pas eu un discours et déjà d'autres images, c'est ces images-là qui gagneront, quoi. Donc, il y a vraiment un enjeu très fort, mais pour ça, il faut avoir soi-même, et c'est là où c'est compliqué, c'est que soi-même, il faut être assez en paix et apaisé avec sa sexualité parce qu'on peut avoir un discours, on peut tenir le discours qu'on sait qu'il faut transmettre à nos enfants. Seulement, les enfants savent, et que c'est pas juste notre sexualité à nous, ça peut être la sexualité de nos mères, de nos grands-mères. Enfin, on porte aussi ces histoires-là, quoi. Donc, c'est aussi, je pense, toute la puissance des espaces thérapeutiques. C'est aussi se débarrasser de ces ombres-là pour pouvoir donner un peu de lumière à nos enfants. Mais alors, ce que vous avez dit sur votre petite fille, c'est au fond une question pour les 3 autres. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe pour que ce corps d'enfant qui est incarné, joyeux, se perde? Ah. Ça va se terminer par le silence. C'est une vaste éducation. C'est une vaste éducation. C'est l'éducation qui se passe. Nous naissons sensibles. Nous sommes en relation sensible avec le monde quand nous venons au monde. C'est ça qui oriente nos corps dans le monde. Donc, ce qui se passe, c'est l'éducation, c'est ensuite l'école. Et je veux pas diaboliser, hein, c'est pas ça. Mais nous avons en réalité une solide éducation sexuelle. Sauf que nous ne la maîtrisons pas, cette éducation sexuelle, justement, puisque nous avons peur de prendre la parole avec nos enfants. Ce n'est pas évident d'aborder ces sujets, nous les voyons encore comme tabous. D'ailleurs, nous trouvons que l'éducation sexuelle à l'école, ça va les pervertir. Pas moi, je ne pense pas ça. Mais je veux dire, il y a ce discours-là, en fait, c'est de la pornographie pour les enfants qu'on donne aux enfants. Mais non, en gardant le silence sur ces questions vis-à-vis de nos enfants, nous laissons une terrible éducation sexuelle se faire. Et donc, ensuite, il faudra faire de la rééducation. Voilà, c'est ça. En fait, c'est pas que nous manquons d'éducation sexuelle, c'est que l'éducation sexuelle qui est en cours, elle est assez terrifiante. Voilà. C'est ce qui mène à l'inceste, c'est ce qui mène à la difficulté à consentir, c'est ce qui fait que quand on dit à un enfant tu fais un bisou à mamie, et l'enfant n'a peut-être pas envie dans son corps, mais on va lui dire ce que tu sens dans ton corps, je m'en fous, tu vas quand même le faire ce bisou à mamie. C'est ça que l'enfant apprend, c'est qu'en fait quand je ne veux pas quelque chose dans mon corps, quand je n'ai pas envie de faire quelque chose, il faut de toute façon que je le fasse, c'est comme ça. J'apprends à ne pas écouter ce que je sens, car ce que je sens n'a pas de valeur. Voilà comment nous nous éduquons et comment nous avons été éduqués. Et voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on fait de ça? Il est encore temps, avec nos enfants, nos petits, de leur laisser ce champ de déploiement du corps dans l'espace. Aussi en ayant un œil sur la dimension genrée de cette éducation. Les petites filles, on va plus leur mettre la honte sur la masturbation, sur la liberté du corps, il faut te tenir droite, il faut que tu sois sage, il faut que tu sois tranquille, alors qu'un petit garçon qui a de la vigueur, c'est super. Voilà un petit homme qu'on est en train de faire. Ça, ces discours, je suis désolée, mais ils existent encore. Donc c'est à nous, maintenant, en tant que parents, en tant que grands-parents, de travailler à une nouvelle éducation. Alors, pour clore ces 2 jours où il a été question de dire le désir, je voudrais qu'on finisse sur le silence, tout en vous recommandant le livre de Laurence Joseph, mais surtout, vous 3 qui faites de la clinique, vous avez parlé de votre écoute. Et qu'est-ce qui se passe quand le patient se tait, quand il n'y a que le silence? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça dit? Alors en fait, de quoi ça parle? Je me permets de répondre en premier. D'abord, ce que j'essaye de montrer dans ce livre, c'est qu'il existe énormément de types de silence. Et en fait, c'est à la clinicienne que nous sommes de savoir justement distinguer la qualité du silence qui est en train de se jouer avec mon patient ou ma patiente. Il y a des silences qui peuvent manifester, je le dis comme ça un peu au hasard, ceux qui me viennent à l'esprit, mais il va y avoir des silences qui vont montrer la nécessité d'une respiration, d'un battement, d'une pause. C'est-à-dire que des choses extrêmement importantes, peut-être symboligènes, ont été dites par ce patient, et donc
on va statuer ensemble que c'est la fin d'un moment, que c'est quelque chose qui s'achève, en tout cas dans cette séance, et qu'il y a quelque chose de très fort qui a été poussé. Il y a d'autres silences qui vont correspondre, au contraire, à l'évocation d'un sujet traumatique. Et ça me fait penser à Shoah de Lanzmann, où Jan Karski n'arrive pas, il est obligé de sortir du champ de la caméra, il ne peut pas se mettre à parler, il est obligé de retourner dans le silence. Il sort du champ. Et ça, c'est des silences qui montrent l'impossibilité pour un patient de rejoindre le langage. Donc, il est obligé de rester silencieux parce que ce qu'il a vu ne se recompose pas pour l'instant en mots. Ça peut être un traumatisme de guerre, ça peut être un attentat, ça peut être un viol. Mais en tout cas, il y a trop d'écart, d'où notamment la dissociation entre ce que j'ai vécu et ce que je peux en dire. Et puis, il y a d'autres silences. Dans ces cas-là, forcément, je me mets à parler, ou je manifeste ma présence, ou dans ces cas-là, ces patients sont rarement sur le divan pour le silence numéro 2, ou parfois ils peuvent l'être. Mais là, je vais simplement parler, ou je vais soupirer. En tout cas, je vais manifester immédiatement ma présence. Et puis, il va y avoir d'autres silences qui vont manifester peut-être un état de panique ou une extrême douleur de devoir partir ou de devoir démarrer la séance. Enfin, il y a plein de choses extrêmement cliniques où là, le somatique parle. Enfin, on sent le mal-être de notre patient. Et alors là, je reprends complètement pourquoi c'est difficile aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe de particulier. On peut prendre notre temps, on n'est pas pressé, je me mettrai en retard, c'est pas grave. Enfin voilà, il y a tout. Alors là, je viens avec les mots et c'est moi qui prends la parole en fait. Voilà. Sarah Chiche. Je réfléchissais aux fois où une séance ou quasi s'est déroulée dans le silence. Total. C'est arrivé quelquefois. C'est des personnes qui ont des verrous, des défenses obsessionnelles absolument massives, et donc il est difficile de lâcher une parole, il est difficile de dire quelque chose. Et puis aussi, dans le cas de traumatisme, je pense notamment à la situation d'une jeune femme qui ne pouvait pas parler. Je n'ai pas parlé non plus. Et finalement, j'ai trouvé deux recours. La faire écrire. Donc, elle a pu dire en écrivant. Et je me suis souvenue, en cela, je vous livre une anecdote personnelle. Lors de ma propre traversée analytique, un jour, l'analyste m'a dit « Oui, mais en fait, vous parlez quand vous écrivez. » Ça m'a pas quitté, ce truc. Je me suis dit « Ah, voilà. » Et donc il va y avoir beaucoup de livres, c'est bien. Voilà. Voilà. Et donc voilà, cette fonction du silence. Et puis, à ce moment-là, on trouve autre chose. Donc, on peut faire, comme ce que Laurence dit, c'est à ce moment-là, on peut parler, mais si on ne parle pas, on installe le silence. La patiente ou le patient peut à ce moment-là se mettre à écrire. Ou alors, il se trouve que j'ai un chat. Et le chat peut faire son office. Le chat peut être un objet transitionnel. Le chat peut être un support de transfert avec des patients très traumatisés. Poser le chat sur les genoux du patient, ça n'a l'air de rien, mais je vous assure que ça peut vraiment déclencher quelque chose, une parole, reconnecter la patiente ou le patient à son corps, etc., etc. Et vous, Aurore, vous parlez quand il y a du silence ? Oh non, surtout pas. Après, je laisse pas quelqu'un s'enfermer dans le silence, aussi parce que je suis pas psy, donc j'ai pas cette pratique-là. J'aurais envie de parler de cercle de parole, puisque je participe à des cercles de parole depuis 10 ans. J'en facilite. Enfin, c'est vraiment une pratique très régulière que j'ai. Et la spécificité d'un cercle de parole, c'est qu'on est donc en cercle pour partager des choses, mais le plus clair de notre temps, on le passe non pas à parler, mais à écouter. Donc à rester en silence. Et la beauté de ce silence fait qu'on crée de l'accueil pour une parole, fait aussi qu'on laisse les choses bouger en soi tout le temps où on est en silence, qu'il y a des résonances, il y a un mouvement fou dans ce silence-là, et qui fait que je pense qu'on devrait plutôt parler de cercle d'écoute. Donc je dirais que le silence a cette valeur d'écoute avant tout, pour moi, dans la pratique. Alors je me tourne vers Frédéric. Est-ce qu'on a le temps de prendre une ou deux questions ? Oui, bien sûr. Peut-être Amandine, sur cette question du silence, comment le silence accompagne le travail de la romancière ?
Alors c'est un silence qui est assez, je dirais, ambivalent parce que c'est drôle parce que il me semble que moi je fais souvent des liens entre le désir et l'écriture et le fait que on a besoin d'un temps déployé, d'un temps vide, d'un temps qui n'est pas trop contraint pour à la fois, je trouve, laisser émerger le désir, mais aussi pour écrire, avec une très forte ambivalence sur l'écriture, où en fait, écrire, c'est être aussi très fort confronté à son désir de créer. Et en fait, c'est pas toujours simple. On en a à la fois très très envie, et des fois, je sais pas si mes comparses ressentent la même chose, mais des fois, on fait tout pour ne pas avoir la possibilité d'écrire, parce que c'est dur d'écrire. On est constamment confronté à nos limites. Mais du coup, il y a une recherche très ambivalente par rapport à ce silence. Des fois, je veux ce silence et je me bats parce que souvent, je trouve qu'il y a quelque chose quand même d'assez presque agressif dans le fait de prendre le temps d'écrire. Rien n'est fait dans nos vies en général pour qu'on ait le temps de déployer une espèce de sanctuaire pour pouvoir créer. Non, il faut aller à toute vitesse, il faut produire, on a tout un tas de contraintes, donc rien n'est fait pour ça. Donc il faut presque quelque chose d'assez agressif pour créer ce temps-là. Et en même temps, parfois, ce silence-là, qui est le mien, j'ai presque envie qu'il soit dérangé pour pas avoir à me confronter à ce désir très très fort de créer. Donc il y a quelque chose d'assez ambivalent. Et je me disais aussi par rapport au silence que tu décrivais, c'est aussi une manière de être en silence. Ça veut dire à un moment je laisse advenir, et je laisse et je fais aussi un lien avec Colette et à cette idée elle parle d'émerveillement et à cette capacité d'émerveillement. Mais alors pour être émerveillé par un paysage, par l'autre, en fait il faut être en retrait. Enfin, je veux dire, il faut juste s'ouvrir et recevoir. Et donc cette posture de silence, elle est magnifique parce qu'elle nous permet aussi de vivre cet émerveillement, de s'oublier soi-même pour juste recevoir cet émerveillement d'un paysage, d'une parole. Voilà. Mais ce que vous dites, ça nous permet de voir que le silence de la création n'est pas. Enfin, il y a plusieurs silences. C'est pas exactement le même silence que ce dont on parlait tout à l'heure. Tout à fait. Et je vais rajouter un silence, et même deux. Le premier silence, c'est celui de la salle qui vous a écouté. C'est ce silence de l'écoute, du désir aussi, de vos paroles, et qui est très intense. Moi, je suis frappé. D'ailleurs, on voit les gens qui sont là vraiment silencieusement, mais une sorte d'énergie qui est dirigée vers vous. Et j'espère qu'il ne sera pas suivi d'un autre silence, qui est celui de l'absence de questions. Donc, je vous donne le temps de la réflexion, et je vous demande d'applaudir très chaleureusement nos intervenantes. Je crois qu'il y avait une question déjà. Je crois qu'il y a une question. Frédéric ? J'ai vu qu'il y avait une question. Oui, moi, il y a quelque chose que je voulais poser comme question à Sarah Chiche, c'est savoir, avec une femme qui ne parle pas, comment savoir si elle est allergique aux chats ? Vous êtes extraordinaire. Merci. C'est génial. Y a-t-il d'autres questions ? D'autres questions ? Non, je demande toujours, pardonnez-moi, oui. Je demande toujours à mes patients la première fois qu'ils viennent s'ils sont allergiques ou pas, et en l'occurrence, elle avait hoché la tête. Voilà. Mais ça, c'est la question préalable quand on commence un travail avec vous. Oui. Le chat. Avant de rejoindre nos autrices sur le Salon du Livre, je voulais d'abord vous remercier très chaleureusement. Ce fut un grand moment d'échange et de partage. Juste pour faire un petit point de conclusion à la fin de ce festival, je retiendrai trois mots qui ont été, à mon avis, au cœur à la fois de cette table ronde, que je trouvais tout à fait formidable parce que vous avez brassé beaucoup de choses qui se sont dites ces 2 jours. Donc il y avait un côté bilan, mais un côté aussi d'ouverture qui donne à penser, qui donne à lire, je l'espère. Le premier mot, c'est le mot intime, et je remercie Laurence Joseph d'en avoir rappelé l'étymologie, et une très belle étymologie. Je ne reviendrai pas sur cette question puisqu'elle a habité toutes nos conversations, tous nos échanges. Il y avait le mot incarnation,
L'incarnation, c'est d'abord celle des autrices que je voudrais remercier très chaleureusement d'avoir fait le voyage jusqu'à Saint-Sauveur-en-Puisaye. C'est une région magnifique, mais il faut vouloir venir chez Colette. Donc je vous remercie toutes et tous d'avoir vous être rendus disponibles, d'avoir pris du temps pour venir ici, pour avoir échangé. Je remercie les spécialistes, les chercheurs, les chercheuses. Je remercie aussi aux comédiennes, Coralie Zaonero, Sabine Audepin, d'avoir incarné aussi les textes. C'est important qu'ils soient incarnés. Le troisième mot, c'est le mot invisibilisation. Il en a été beaucoup question. On a essayé modestement pendant ces 2 journées de rendre visibles certaines invisibilisées. On a dit aussi que c'était une tâche difficile et peut-être que les quelques dizaines de noms qu'on aura évoqués, quelques dizaines d'œuvres, ça paraît pas grand-chose, mais ce sont ces petits riens qui font le grand tout et qui font peut-être un petit peu bouger les lignes. Je voudrais terminer aussi parce que j'ai commencé ces 2 journées en parlant d'inquiétude que Camille Froidevaux-Métry a repris tout à l'heure sur la situation actuelle. Moi, j'ai parlé tout à l'heure, au début hier, de la censure dont les écrits de femmes faisaient l'objet notamment aux États-Unis. On parle de toutes ces mesures qui sont prises et qui amènent peut-être à une période de silenciation, en tout cas de régression d'un certain nombre de droits. Mais je voudrais aussi terminer sur une note d'espoir parce que finalement, justement, l'incarnation, c'est aussi celle du public qui est là, qui est venu nombreux pendant ces 2 journées, assister à ces conférences, à ces rencontres, échanger avec les auteurs. Et c'est aussi toutes et tous, vous qui venez ici, qui soutenez aussi le festival, qui nous permettent de faire bouger ces lignes. Et comme il se doit, je donnerai la parole à Colette pour terminer ces rencontres, puisqu'il a beaucoup été question de cette citation « Moi, c'est mon corps qui pense », donc qui est en fait des paroles que Colette met dans la bouche d'un de ses personnages, Annie, dans La retraite sentimentale. Mais je crois qu'il est important de faire entendre la totalité de cette citation. « Moi, c'est mon corps qui pense, il est plus intelligent que mon cerveau, il ressent plus finement, plus complètement que mon cerveau. Quand mon corps pense, tout le reste se tait. À ces moments-là, toute ma peau a une âme. » Merci beaucoup. Merci à tous. Je voudrais remercier particulièrement toutes les 4 parce que c'était difficile en si peu de temps, alors qu'elles ont toutes les 4 des choses très, très riches dans leur expérience. Et je voudrais aller dans le sens de ce que disait Frédéric. Vous verrez dans le livre de Laurence Joseph, il y a un beau passage qui s'appelle « Entrer dans le silence ». Et je pense qu'il ne faut pas que vous entriez dans le silence, mais qu'il faut que vous entriez dans les livres. Parce que c'est bien d'avoir parlé, mais c'est très bien de lire aussi. Les livres sont là-bas, allez-y.